Bonsoir Thibault de Montbrial. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions de terrorisme. Vous présidez le centre de réflexion sur la sécurité intérieure et vous publiez chez Plomb Le sursaut ou le chaos. Alors, je le dis tout de suite, c'est vrai quand on lit votre livre, c'est un tableau qui peut un peu terrifier, je dirais, qui peut être un peu ultra inquiétant, mais c'est pas la première fois que vous le dites. Vous êtes venu dès le 7 janvier au soir, le premier attentat, et vous avez dit, et vous l'avez dit dans le passé, attention, attention, l'Europe est très menacée, la France est très menacée. Où en est-on aujourd'hui, selon vous? Alors, après les attentats du mois de janvier, j'ai cru, pour tout vous dire, j'ai espéré que le choc sévère que la France avait reçu allait provoquer allait ébranler un petit peu tout le monde et réveiller la classe politique, la société civile, etc. Alors on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé. Il y a eu des discours très forts, celui de Manuel Valls le 13 janvier. Il y a eu des déclarations d'intention. Mais très vite, il y a une espèce de gang qui s'est repositionné sur la France. Et au lieu de faire un audit de tout ce qui avait amené une partie de notre jeunesse à prendre les armes contre la France, eh bien chacun est resté dans des précautions oratoires. Une partie de notre jeunesse, vous y allez peut-être un peu fort. Ce sont des jeunes qui sont français et qui ont commis des attentats en France. Très grande minorité de notre jeunesse. Sûr. Oui, mais alors, ça c'est un premier point sur lequel il faut s'arrêter. C'est qu'il y a quelques milliers de gens qui sont concernés aujourd'hui par le terrorisme actif, qu'ils soient partis en Irak et en Syrie, ou qu'ils ne soient pas partis, ce qui inquiète au moins autant les services de renseignement. Je rappelle à cet égard que les attentats de l'automne dernier au Canada et en Australie avaient été commis par des gens qui n'étaient pas partis. Donc ça, ce sont les activistes. Mais il y a tout un tas de gens qui sont des sympathisants, et il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, c'est le constat que je fais dans ce livre. Ce livre, il fait un constat et ensuite quelques propositions. Le constat, le moment est venu de le faire sans tabou, parce que, au-delà des questions de terrorisme pur, il y a une fracture dans notre jeunesse, il y a une fracture dans notre société, et cette fracture, elle résulte d'une quarantaine d'années de renoncement. Petit à petit, la France s'est désarmée, la France s'est bercée d'illusions, parce que la France était en paix, et génération après génération, nos dirigeants se sont accommodés de cette paix, n'ont pas voulu, pour des raisons d'électoralisme à court terme, aller prendre à bras le corps les problèmes ethniques, il faut dire le mot, qui se mettaient à gangréner notre société, et le résultat est là aujourd'hui, avec un islam radical qui pousse de plus en plus, non seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes, et ça a créé un terreau sur lequel fertilisent malheureusement Rien n'a changé depuis le 7 janvier. Vous nous dites cela. Aujourd'hui, on est en train de discuter de la loi sur le renseignement au Sénat. Hier, la commission d'enquête parlementaire sur le djihadisme a rendu public quelques propositions, un constat. On avance quand même. On avance, mais on avance à petits pas. Trop peu. L'armée, par exemple, l'armée de terre avance parce que l'armée de terre intègre maintenant dans ses scénarios ouvertement des interventions sur le territoire national. C'est-à-dire que si on écoute la phrase que je viens de prononcer... Oui, le chef d'état-major des armées de terre était à votre place la semaine dernière et qui nous a expliqué de quelle façon je l'ai vu. Il allait recruter absolument. Pour ça. Et donc ça veut dire que... Non, mais je veux dire, si on fait un pas de côté et qu'on écoute ce que ça veut dire que des gens qui sont des gens responsables des affaires de la sécurité intègrent dans des scénarios à court terme le fait que l'armée française puisse avoir à mener des opérations, alors est-ce qu'on les appellera pudiquement de maintien de l'ordre ou de combat, mais en tout cas sur notre territoire. C'est quand même le résultat le signe de ce que notre société va mal, va très mal. Alors, ce que j'aurais aimé, c'est que le drame de janvier puisse servir à nourrir un débat sans tabou, sans déni. Mais malheureusement, c'est pas du tout le cas. Alors j'espère que ce livre va y contribuer. C'est un livre où j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, mais je crois que c'est le moment ou jamais de le dire, y compris pour les gens de ma génération. Qu'est-ce qui empêche ce débat? Parce qu'effectivement, vous nous donnez des anecdotes, des personnalités que vous rencontrez, des personnages qui s'inquiètent justement de cette radicalisation dans leur milieu professionnel, dans leur rencontre. Vous nous parlez de Lunel, cette ville où justement où il y a un nombre de jeunes qui est parti. Je vais vous dire ce qui empêche à mes yeux qu'on en parle vraiment, c'est une forme de peur. Et il y a deux peurs. Il y a une première peur qui est une peur d'être stigmatisé, mais alors dans l'autre sens, dans l'autre emploi que le terme habituel de stigmatiser qui empêche à tuer le débat, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui font de la politique, un certain nombre de gens qui sont chefs d'entreprise et qui ont des syndicats qui ont été noyautés dans leur entreprise, un certain nombre de gens de la société civile, d'avocats comme moi j'en croise, un certain nombre de journalistes n'osent pas dire les choses. Moi, sur une station de radio nationale, lors d'une interview que je faisais il y a quelques semaines,
pendant une coupure publicitaire, j'ai quand même un journaliste qui m'a dit à voix basse, c'est formidable ce que vous dites, continuez à le dire, nous on ne peut pas le dire. Je veux dire, c'est sidérant, parce que si on ne le dit pas là, on va le dire quoi? Quand il y aura eu 500 morts? Il faut essayer d'empêcher ça. Donc, ça veut dire que pour ça, il faut non seulement qu'il y ait une réponse sécuritaire, alors j'ai fait un certain nombre de propositions. Oui, alors vos propositions, elles sont un peu en forme de militarisation de la société, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous parlez d'élargir le port d'armes, d'aller passer à des armes longues. Je pense que vu l'état du budget de la France et vu l'état des forces de sécurité au sens large, l'armée et la police ne peuvent pas faire toutes les missions de protection. On a bien vu d'ailleurs depuis quelques semaines, il n'y a plus de militaires ni de policiers devant les chaînes de télévision et de radio qui sont toujours autant menacés. Donc il y a un moment où il va falloir prendre les choses à bras le corps. Et de même qu'on embauche des contractuels pour faire de l'interprétariat ou pour conduire des voitures, eh ben on peut embaucher des contractuels qui seraient évidemment des gens formés et sélectionnés, mais pendant 2-3 ans pour assurer la protection de sites ou la protection de personnalités, puisqu'il y a une explosion des menaces. Ça veut dire quoi 2-3 ans pour vous? Ça ne peut durer que 2-3 ans? Il faut se préparer à une phase comme ça aiguë pendant 2-3 ans? Moi je pense que ça va durer beaucoup plus. Bruno Le Maire disait qu'il faut se préparer à une guerre de 30 ans contre le terrorisme. Je pense qu'on a abouti par nos lâchetés successives depuis des décennies à avoir une vraie génération qui est dangereusement engagée contre la France, plus ou moins fortement, mais dangereusement engagée. Et parallèlement, il faut préparer la suite. Et là, on passe à des propositions plus politiques, c'est-à-dire que tout en minimisant les risques d'attentats et en tout cas en favorisant la réponse pour qu'il y ait le moins de victimes possible, parallèlement, il faut travailler sur l'identité de la France pour que nous redevenions un pays qui sachions qui nous sommes, qui nous aimions, pour favoriser l'intégration des gens qui veulent nous recevoir, parce qu'on ne peut pas accueillir les gens si on ne sait pas qui on est et si on s'est perdu soi-même. Et puis, il faut exiger de la religion musulmane, des intellectuels qui gouvernent cette religion, si tant est que le terme soit bien choisi, parce que c'est en soi un problème, eh bien qu'ils disent haut et fort que les interprétations moyenâgeuses du 8e siècle, ça suffit, et que la vie commune, le bien commun, le vivre ensemble en France ne sera possible que lorsque cette religion aura ouvertement scindé ce qu'elle considère comme relevant du spirituel, c'est-à-dire de l'ordre du privé, de l'ordre de la sphère privée, avec la liberté de religion, et de l'ordre de la vie publique. Mais ça, il y a un certain nombre de personnalités qui le disent, et que vous citez dans votre livre. Il y a des philosophes, il y a des imams, il y a un certain nombre de personnalités de l'islam français qui veulent avancer vers cet islam français. Mais d'abord, il n'y en a pas beaucoup, et je souligne, d'ailleurs, je rends hommage à ceux qui le disent déjà, je ne les ai pas tous cités, mais ils ne sont pas très nombreux, mais surtout, il faut les y encourager. Il faut les y aider. Et il faut sortir de ce discours insupportable, ce que j'appelle la novlangue, enfin je ne suis pas le seul, qui consiste à dire, mais comme le président de la République, comme Laurent Fabius, comme d'autres hommes politiques, qui consiste à ne pas nommer l'ennemi. L'ennemi, c'est l'islamisme radical. Qu'est-ce que vous répondez, alors non pas sur l'islamisme radical, mais lorsque ce cri d'alarme que vous lancez et qu'on a tous vécu, parce qu'on a vécu les attentats et on a vécu évidemment les débats qui ont suivi, il est aussi instrumentalisé quand il y a un certain nombre de Français qui se définissaient pas comme musulmans, mais qui sont renvoyés à leur identité musulmane, au travail, au quotidien, et qui envoient leur CV pour avoir un boulot, mais quand ils l'envoient sous le prénom Karim, ils sont pas pris, quand ils l'envoient sous le prénom Patrick, ils sont pris. Est-ce qu'il n'y a pas une libération d'un certain nombre de sentiments qui peuvent bloquer du coup cette intégration? Mon analyse, c'est que cette libération qui existe, elle est favorisée par le fait qu'on ne nomme pas les choses. Si les gens, dans les entreprises, dans leur vie, entendaient à la radio et à la télévision, voyaient des hommes politiques qui étaient capables de nommer ce que eux voient, mais ça se passerait beaucoup mieux. Parce qu'en nommant ce qui ne va pas, on peut aussi aider pour que ça aille mieux, tendre la main, faire des choses. Regardez les statistiques ethniques. Je dis dans mon livre pourquoi il faut être pour. Les statistiques ethniques, c'est un thermomètre qui permet de prendre la température d'un organisme qui va mal. Est-ce que vous croyez qu'en supprimant le thermomètre, on va supprimer la fièvre? Bien sûr que non. Si on avait des statistiques ethniques, on pourrait mieux répartir la population d'origine étrangère sur le territoire pour lui permettre que ces enfants ne soient pas 40% de la même origine dans la même classe et puissent mieux apprendre le français. Voilà, des exemples comme ça, on pourrait les multiplier. Mais vous avez le sentiment aujourd'hui justement que les hommes politiques commencent à
à prendre la dimension ou qu'au contraire, avec les élections, avec les différentes échéances, ça va intervenir dans leur raisonnement, dans leurs actions? Je pense que ça dépend lesquels. Je pense qu'il y a aussi la classe politique française est victime de s'être laissé confisquer un certain nombre de thèmes sur la question il y a très longtemps par le Front National, ce qui fait qu'à l'époque où il y avait peut-être encore des choses qui auraient pu être corrigées, eh bien, on a refusé d'en parler parce que c'était pas mal. En soi, c'était mal parce que le Front National en parlait et que résultat, on se retrouve aujourd'hui avec un Front National à 25% parce que les gens n'ont plus confiance dans les différents partis qui se sont succédés au pouvoir. On a des hommes politiques, moi j'en ai qui me l'ont dit en privé, qui n'osent pas aller au bout d'une logique de sursaut, hein, justement, parce qu'ils me disent ouais mais tu comprends, je peux pas dire les choses aussi franchement parce que j'ai 25 ou 30% de musulmans dans ma circonscription. Mais il y a un moment où il faut sortir des faux semblants parce que les gens voient ce qui se passe. Vous savez, je cite Peggy. Bon, je suis pas un grand littéraire, mais celle-là, je la retiendrai toute ma vie. Peggy dit la chose suivante. Il dit, il faut dire ce que l'on voit, mais surtout, il faut voir ce que l'on voit. Ce dont la France a besoin, c'est de changer de logiciel, de voir ce qui lui arrive et de s'adapter en conséquence, à la fois en matière de sécurité, mais aussi dans les programmes politiques des années qui viennent, parce que sinon, on aura un drame. Merci beaucoup Thibault de Montbrial. Le sursaut ou le chaos aux éditions Plomb. Merci. Restez avec nous, c'est le 20h politique avec Alain Marchal. Tout de suite.